Salut à toi public, bienvenue dans cette dernière vidéo sur l'atome de néon où on va se poser la question de son caractère ondulatoire ou particulière ou les deux. Donc le préalable avant de visionner cette vidéo, c'est de bien connaître déjà le phénomène d'interférence. Donc je t'invite à revenir en arrière si tu ne l'as pas fait déjà par le passé pour bien comprendre ce phénomène d'interférence. C'est dans la playlist sur les ondes. Et également de bien avoir compris l'aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière que j'ai pu évoquer dans les deux précédentes vidéos de la playlist que tu es en train de regarder. Donc, dans cette expérience, on est en train de lâcher un atome de néon ultra froid. Alors ultra froid parce qu'il ne bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut rapprocher ça du mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est l'agitation des particules qui est liée à la température. Ici, on l'a refroidi par un moyen qui est compliqué. En fait, ça se fait avec des lasers. Et cet atome de néon ultra froid, il est lâché, on va considérer, sans vitesse initiale, au-dessus d'une bifente Young. Donc là, on va regarder son comportement. Est-ce qu'il a un comportement de particules ou un comportement ondulatoire? Donc ça, c'est une expérience qui a été réalisée en 1992. Ça, c'est les résultats de l'expérience. On observe ici une figure caractéristique qui ressemble fortement à une figure d'interférence, qui est assez paradoxale parce que finalement, on se dit que si on pouvait faire une analogie avec cet atome de néon, je sais pas moi, qui passerait dans un sablier comme des grains de sable, quand on regarde le dispositif, et ben si on lâche des atomes de néon au-dessus d'un sablier qui disposerait de deux fentes finalement, on pourrait s'attendre à avoir finalement deux petits tas de sable comme celui-ci. Voilà, ça serait un comportement complètement particulier, exactement comme les grains de sable d'un sablier. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on observe. On va observer ici des figures d'interférence avec un interfrange entre les deux. Donc des franges d'interférence. Et donc du coup ça remet un petit peu en question l'aspect particulaire de l'atome de néon. Là on parle bien d'un corpuscule, d'un corpuscule qui a une masse, et donc c'est assez troublant de voir ces figures d'interférence. Donc évidemment c'est quelque chose qui a permis de confirmer la nature également ondulatoire de la matière. Parce que je te rappelle, les figures d'interférence ainsi que la diffraction sont des phénomènes typiquement liés aux ondes. Donc les résultats de cette expérience amènent à penser que, y compris la matière, et donc notre atome de néon, a finalement un aspect également ondulatoire. Alors le premier à avoir évoqué ça, c'est Monsieur Louis de Broglie, voilà, qui le siècle dernier, lors d'une thèse, qui a soutenu sa thèse en 1924, il a dit à toute particule matérielle de masse m et de vitesse v doit être associée une onde de matière. Donc là, on parle bien d'une onde associée à de la matière. C'était le cas de notre atome de néon. Et Monsieur de Broglie a même donné la longueur d'onde avec lambda qui est égale à h sur p, h étant la constante de Planck et p la quantité de mouvement de cette particule. Donc je te rappelle, la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse de cette particule fois sa vitesse. Donc ici, on va essayer de s'intéresser un petit peu à cet atome de néon et de regarder finalement à quelle vitesse il va arriver au niveau de cette bifente Young. Parce que si on veut déterminer sa longueur d'onde, comme l'a dit la relation de De Broglie, la relation de De Broglie ici, c'est h sur p, p c'est la quantité de mouvement, il va nous falloir la vitesse. Donc on va se faire une première partie de l'étude en mécanique classique. En mécanique classique, où on va exprimer la vitesse v de t en fonction du temps, et déterminer sa vitesse à l'arrivée au niveau de cette bifente. Donc la première des choses, c'est de décrire le système, c'est notre atome de néon dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, on écrit notre seconde loi de Newton, somme des forces est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement. Le grand P qui est ici, en fait, il faut lire quantité de mouvement. Donc c'est le produit de m fois v de t. Comme m est constant, je peux le sortir de la dérivée, ce qui me donne somme des forces qui est égale au produit de la masse fois l'accélération de la particule. Ça, c'est quelque chose d'assez classique et quand on connaît la seconde loi de Newton. Donc ensuite, on va déterminer finalement les forces qui s'exercent sur cet atome de néon. Cet atome de néon, il est dans le vide, donc la seule force qui s'exerce sur lui, c'est son propre poids. Et on écrit notre seconde loi de Newton, somme des forces est égale au poids. Là pour le coup, le P majuscule, c'est bien le poids. Et poids que je vais décomposer sur les axes x, y, z.
Donc cette accélération A, elle est égale à 1 sur m. Donc le m qui était ici, je l'ai descendu ici, hein, à cet endroit-là. Donc on a 1 sur m, et j'ai mis les composantes du vecteur poids. Donc on se retrouve avec l'accélération qui est égale à moins la valeur de la pesanteur sur l'axe Z. Ok, très bien. Si on veut déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, on va primitiver le vecteur accélération par rapport au temps. On va donc avoir 3 constantes. Ces constantes, on va pouvoir les lever grâce aux conditions initiales. Dans les conditions initiales, à la date t égale 0, cet atome de néon a été lâché sans vitesse initiale, avec une vitesse très proche de 0. Donc, du coup, cette relation-là qui est valable quelle que soit la date, elle est également valable à la date t égale 0. Donc ça doit marcher. Si je remplace t par 0 là-dedans, je dois trouver 0, 0, 0. Donc ça me permet de lever mes constantes et dire que la constante 1 est égale à la constante 2 et égale à la constante 3 qui valent toutes les trois 0. Donc l'expression de la vitesse, c'est donc moins gt. Très bien. Si on veut déterminer maintenant les coordonnées du vecteur position, les coordonnées du vecteur position, ben, on va reprimitiver cette valeur ici, cette valeur ici et cette valeur ici. Quand on primitive 0, on tombe sur une constante. Quand on va primitiver moins gt, on va trouver moins 1,5 gt carré. Bon, très bien. Si jamais tout ceci, c'est pas quelque chose de logique pour toi, je t'invite à retourner sur la playlist de la dynamique et à revoir la méthode pour pouvoir déterminer les composantes du vecteur position. Donc là, de la même manière, on va déterminer les constantes 1, 2 et 3 en utilisant les conditions initiales. Dans les conditions initiales, il occupe l'origine du repère, c'est ce que l'on a défini tout au début de l'exercice. Donc ça va nous permettre de déterminer que la constante 1 est égale à la constante 2 est égale à la constante 3, à savoir 0. Bon, très bien. Donc l'altitude ici, elle est donnée par la relation moins 1,5 de gt carré. Parfait. Maintenant, calculer numériquement la durée au bout de laquelle il atteint la double fente et en déduire celle de la vitesse à laquelle il atteint la double fente. Donc on utilise la distance qui existe entre le point initial et la double fente, cette distance-là, qui vaut d égale 76 mm. Donc dans la relation, je vais dire qu'il est à l'altitude moins d, hein, parce que notre axe, on l'a orienté vers le haut. Donc, et je vais déterminer la date à laquelle il passe à cette altitude moins d. Donc je trouve t qui est égal à racine de 2d sur g, à savoir 124 millisecondes. Dans la diapo précédente, on a déterminé la vitesse. Et ça va me permettre, si je reviens sur la diapo précédente, on a déterminé la vitesse qui vaut moins gt. G, je l'ai, je sais à quelle date il va passer au niveau de la bifente, donc je peux déterminer la valeur de la vitesse à l'aide de la date de passage au niveau de la bifente. Donc, tous les atomes de néon ne partent pas exactement de la même position, mais on peut supposer que leurs mouvements ont tous la même direction verticale initiale. Si on applique la mécanique newtonienne jusqu'à la fin du mouvement, que prévoit-on d'observer sur l'écran de détection suite à la chute d'un grand nombre d'atomes? Eh ben, on prévoit d'observer, ce que je disais à tout début, une analogie, comme un sablier, on verrait un tas d'atomes de néon, entre guillemets, et un autre tas d'atomes de néon ici, qui se seraient accumulés sous chacune des deux bifentes. Là, c'est une autre représentation où j'ai dessiné, finalement, les deux tas d'atomes de néon visualisés par le dessus. On verrait, ces atomes de néon s'accumuler en dessous de chacune des bifentes, avec, si on a un raisonnement purement corpusculaire, l'atome de néon qui tombe soit ici, soit qui va tomber à cet endroit-là, avec une accumulation d'atomes à droite et une accumulation d'atomes à gauche. Ça, c'est un raisonnement typiquement corpusculaire. Or, ça c'est les prévisions de la mécanique classique, avec un comportement corpusculaire des atomes. Or, c'est pas l'observation qui a été faite. Donc, sans faire de calcul, montrer que cette expérience valide l'hypothèse de De Broglie sur les ondes de matière. Évidemment, ça va le valider, parce que ce que l'on observe, ce sont des figures d'interférence. Et ça, c'est quand même assez particulier. Alors, je sais pas pourquoi mon ordinateur ne veut pas l'afficher. Il l'affiche. C'est quand même assez particulier parce que finalement, on observe la plus grande probabilité d'impact des atomes de néon au centre. Ça, c'est quand même assez perturbant parce que ça voudrait dire que finalement, là où on retrouve le plus d'atomes de néon, c'est pile poil en dessous de cette zone-là. Voilà. Donc ça, c'est typique d'un aspect ondulatoire. C'est ce qu'on retrouve sur les phénomènes ondulatoires, sur les interférences lumineuses. Qui se produisent lorsque un faisceau lumineux passe sur une bifente double. Ça, je t'invite à retourner sur la playlist sur les ondes et à regarder cette expérience-là pour bien comprendre pourquoi c'est lié à un phénomène ondulatoire.
Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que dans la vie de tous les jours, les objets que l'on côtoie tous les jours, ils n'ont pas un comportement ondulatoire? Parce que finalement, pourquoi est-ce que quand mes grains de sable ils tombent dans le sablier, j'ai un joli petit tas de sable pile poil en dessous du trou? Voilà, ça c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas ce phénomène ondulatoire? On va calculer les longueurs d'onde de différents objets du quotidien. Donc, si je prends la Lune qui a une masse de 7 10 puissance 22 et une vitesse de 1 km par seconde, je peux, grâce à la relation de De Broglie, je te rappelle, la longueur d'onde de matière, lambda, est égale à h, la constante de Planck, sur p. P étant le produit de la masse fois la vitesse. Donc, en faisant ces calculs, on tombe sur des longueurs d'onde qui sont extrêmement faibles. Donc là, la Lune, si on prend sa longueur d'onde, elle est de l'ordre de 10-59 mètres. Or, je te rappelle que lorsque l'on a des phénomènes d'interférence ou de diffraction, ça se produit lorsque la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que l'objet diffractant. Et quand on regarde ici l'objet qui va permettre de faire des interférences, finalement c'est une bifente avec ici une distance entre les deux fentes qui est de l'ordre de 6 micromètres. Donc on est à 6-10-6 mètres. Là, on est à 10-59 mètres. Donc la longueur d'onde ici est très inférieure à la longueur d'onde, aux dimensions caractéristiques de l'objet qui va pouvoir permettre de faire des interférences. Et puis, je te souhaite bon courage pour aller faire passer la Lune dans cette bifente Young. Impossible. Donc c'est pour ça que finalement, cet objet-là, on n'observe pas son caractère ondulatoire. Alors après, on peut très bien s'amuser à faire d'autres calculs, un grain de poussière dans l'air, on reste quand même à 10-15 mètres. 10-15 mètres, c'est de l'ordre de grandeur des distances entre les nucléons dans le noyau. Donc c'est vraiment quelque chose de très petit. Donc là, c'est pareil, le grain de poussière, on va pas, sa longueur d'onde de matière est disproportionnée par rapport à la taille de l'objet diffractant. Donc on va pas finalement voir l'aspect ondulatoire de ce grain de poussière. Par contre, là, quand on regarde notre atome de néon, on a une longueur d'onde de matière qui est de l'ordre de 10-8 mètres. 10-8 mètres, finalement, notre bifente, elle est de l'ordre de grandeur de 10-6, donc on a à peu près 2 ordres de grandeur d'écart. On peut commencer à voir le caractère ondulatoire de cette matière. Donc les longueurs d'onde ici, pour la question qui était posée, pour évaluer l'importance du caractère ondulatoire d'un objet, on peut comparer sa longueur d'onde de De Broglie à une dimension caractéristique de l'objet ou de son environnement. Montrer que les calculs indiquent que la théorie quantique n'apporte rien à l'étude des 3 premiers objets cités, c'est ce que l'on vient de dire. Les ordres de grandeur de la longueur d'onde sont très inférieurs aux distances de cette bifente. Donc en comparant la longueur d'onde de De Broglie associée aux atomes de néon à une dimension pertinente, justifier que la mécanique de Newton permet de déterminer la vitesse à laquelle l'atome a atteint la double fente. Donc on était à 10-8 mètres. Si tu regardes ici sur l'objet, la distance qui est entre les deux, 76 mm, on est très au-delà des distances caractéristiques de la longueur d'onde, qui est à 10-8. Donc là, il y a beaucoup d'ordres de grandeur. Donc on peut considérer que cet atome de néon ultra-froid, il va avoir un comportement corpusculaire qui répond à la mécanique classique lorsqu'il va parcourir le trajet jusqu'à la bifente. En revanche, quand il arrive au niveau de la bifente, on est à 10-6 mètres pour une longueur d'onde de De Broglie qui est de 10-8 mètres. Donc là, les ordres de grandeur sont quand même beaucoup plus proches et on peut commencer à observer le caractère ondulatoire de l'atome de néon. Donc en résumé, ce qu'il faut bien comprendre dans ce chapitre-là, c'est que les photons, ils ont à la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire, que leur énergie se calcule avec la formule E égale à h nu, nu étant la fréquence de l'onde associée au photon. H, c'est la constante de Planck, c'est la célérité de la lumière, et lambda, leur longueur d'onde. Pour la matière, donc ici, cette dualité onde-corpuscule existe aussi, et on peut déterminer cette longueur d'onde de De Broglie avec la relation suivante, P égale H sur lambda, avec P la quantité de mouvement, le produit M fois B. Donc ça, c'est l'aspect totalement quantique, finalement, de ces petites particules qui ont un aspect à la fois corpusculaire et à la fois ondulatoire. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo aura aidé à comprendre un petit peu le caractère quantique. Cet atome de néon, c'est un objet quantique qui peut posséder finalement 2 comportements possibles qui va s'exprimer en fonction
de la taille de l'environnement dans lequel il se trouve et du phénomène qu'on va lui faire subir. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a aidé et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.